Si nous sommes réunis, c'est grâce à une idée de Julien Joubert, un des animateurs de la musique de Léonie, qui m'a dit un jour: à la musique de Léonie, nous avons beaucoup de contacts avec des adultes, musiciens amateurs, mélomanes, et souvent ils demandent une formation qu'ils n'ont pas toujours eue au solfège, à l'écriture de la musique. Alors, moi, depuis mes 8 ans, depuis exactement mes 8 ans, j'adore le solfège. Donc, je lui ai répondu avec plaisir. Nous allons peut-être nous rencontrer cette année 4 fois. Est-ce que c'est intéressant de s'intéresser au solfège? Ma réponse est oui. Il y a une réponse plus terrible de notre grand maître à tous, de notre fondateur, Guido d'Arezzo, qui dit ceci: Musicorum et cantorum grandis est distantia, isti dicunt, illis iunquae compodit musica, nam qui facit quod non sapit, definitur bestia. Ça signifie qu'il y a une grande différence entre les musiciens et les chanteurs. Les chanteurs disent, exécutent. Les musiciens savent comment est composée la musique. Et celui qui fait sans savoir, c'est la définition de la bête. Au fond, Julien Joubert m'a dit essaye de les rendre moins bêtes. Il n'a pas osé vous le dire face à face, il est donc absent. Il faut l'excuser, il est en train tout de suite de répéter à la Maison de la Radio avec Sophie Janin et la maîtrise pour un concert qui a lieu demain. Alors notre sujet aujourd'hui, c'est la naissance de la polyphonie dans la musique occidentale. Il y a d'autres polyphonies dans le monde. Je me suis intéressé à un moment dans ma vie aux polyphonies en tuilage des pygmées babenzéli. J'ai longtemps parlé avec Simra Arom, qui est un grand spécialiste de ces musiques, mais dans le monde, beaucoup des musiques sont monodiques. C'est le cas de certaines musiques classiques de l'Inde du Nord, de la musique iranienne, de certaines musiques égyptiennes, de certaines musiques du Maghreb. Nous, notre musique est polyphonique. Alors comment est-ce qu'elle est devenue polyphonique? C'est-à-dire qu'on peut jouer, chanter plusieurs sons en même temps. On peut chanter une mélodie avec un accompagnement, on peut chanter plusieurs mélodies qui se concordent, on peut chanter frère Jacques en canon. On nous dit que dans l'Antiquité occidentale, la musique était monodique, qu'il n'y avait pas de polyphonie. Mon bon maître natif de Saint-Jean-de-Bray, Norbert Dufourcq, dit attention, ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr, et il a bien raison, parce qu'on voit sur des vases grecs des aoulèdes qui jouent l'aulos double, c'est-à-dire qu'ils ont 2 tuyaux en même temps dans la bouche, donc forcément ils jouaient 2 sons en même temps. Et puis dans la Légion romaine, il y avait une musique qui était très organisée. On donnait les ordres avec les petites trompettes, les buccins, avec les tubas, avec les cornus, ces grands instruments courts. Et on sait comment on jouait de ces cuivres. Il y a une trompette romaine au musée d'histoire d'Orléans, une trompette romaine qu'a jouée mon ami Jean-Paul Leroy. Et elle sonne comme toutes les trompettes, c'est-à-dire qu'on peut avec ce cuivre, on peut donner la note de basse, on peut donner l'octave, on peut donner la quinte, on peut donner aussi la tierce. C'était le cas 200 ans avant Jésus-Christ. Donc dans la Légion romaine, il y avait forcément des polyphonies. Le légionnaire qui était aguerri, qui savait bien se servir de son tuba, et il jouait exactement la note qu'il voulait, alors que le débutant, mais il pouvait taper à côté. Et puis peut-être qu'on organisait les choses, on ne le sait pas.
Il y a des gens qui ont fait de la polyphonie comme ça, malgré eux. C'était Lisbeth Lee. Bonjour. Où j'en étais? Alors là, des gens qui ont fait de la polyphonie sans le savoir, ils sont décédés, on peut en parler. Michel Debré, Raymond Barre, chantant la Marseillaise, ils étaient régulièrement à la Cartouche. Vous pouvez, avec Lina, retrouver des enregistrements polyphoniques. Alors, il est vrai que la musique occidentale commence par un grand répertoire monodique, c'est-à-dire sans accompagnement. C'est le chant qu'on appelle le chant grégorien du nom de Grégoire Ier, qui est né en 540, ça je l'ai noté, et qui est mort plus tard, en 604. Il a été pape plutôt à la fin de sa vie, c'est courant. Et on lui attribue beaucoup de choses. On dit qu'il a composé le chant grégorien, il a organisé le chant grégorien, il a créé les antiphonets. On lui donne trop de choses, il y a une vraie légende. Mais enfin, il avait créé la Schola à Rome et il s'est beaucoup intéressé à la liturgie. C'est vrai qu'à partir de Grégoire, on installe un chant européen, un chant qu'on a appelé le chant de Grégoire, le chant grégorien. Et ce chant permettait de polisser l'Europe. C'est-à-dire qu'on chantait tous la même chose au même moment. Le premier jour de l'année, qui était généralement le 1er février, à 9h, on chantait ceci. À 15h, on chantait cela. À 17h, on chantait cela. C'était un bon moyen d'avoir autorité sur les peuples et de créer l'Europe. Grégoire, c'est déjà Macron. Mais n'exagérons pas son influence sur le chant dit grégorien. Il s'est beaucoup développé dans cette belle école de Metz, en particulier avec un évêque dont on se souvient moi, qui s'appelait Chrodegang. Alors le chant grégorien, c'est donc ce chant issu du chant ambroisien de l'Italie. Ce chant, il s'installe monodique au 7e siècle. Au 8e siècle, on chante le chant grégorien monodiquement. Au 9e siècle, on chante toujours le chant grégorien. Alors on a envie de s'évader. Il y a des gens qui sont devenus célèbres comme Notker. Notker était un moine de Saint-Gall au 9e siècle. On l'a appelé Notker Balbulus parce qu'il disait qu'il était bègue. Et Notker Balbulus, il a inventé les tropes et les séquences. C'est aussi une petite légende, naturellement. Notker disait à son évêque, Monseigneur, dans ses grands alléluia, avec de grands mélismes, je n'arrive pas à les mémoriser. Alors permettez-moi, monsieur l'évêque, de rajouter des paroles sur la mélodie, sur les mélismes de cet alléluia. Alors on a des partitions étranges qui sont... Ah, la carrière. Des partitions étranges attribuées à Notker. Par exemple, il en a un, moi ça me fait rire depuis 40 ans, mais je suis le seul. Une partition Allé et puis Louia, mais c'est une partition farcie, comme on disait à l'époque, et on chante Allé, Psalité, Louia. Donc je suis toujours le seul à rire de ça. Ça me réjouit beaucoup. Alors non seulement Notker ajoute des mots dans les vocalises grégoriennes, on appelle ça des séquences, mais on ajoute aussi de la musique, qu'on appelle également des séquences. Séquence, ça signifie à la fois le texte et aussi la musique. On compose un peu de ces... Dans ce chant grégorien, on l'arrange. Et puis, on appelle ça les tropes. Tropos, en grec, c'est la direction. Tropos logos, ça signifie parler d'une façon figurée, avec des figures. Une métaphore, c'est un trope, une synecdoque. C'est un trope. On parlera des synecdoques la prochaine fois. Vous pouvez déjà
CQUE. Vous pouvez déjà regarder dans votre dictionnaire pour être un peu plus préparé qu'aujourd'hui. Alors, on chante ce chant grégorien et puis on va inventer des moyens de faire de la polyphonie. Il n'y a que 5 moyens de polyphoner. Ça n'est pas compliqué, c'est pour ça que ce sera assez court. 5 moyens de polyphoner. Alors prenons ce kyrie de ma composition. On ne voit pas grand-chose. Hein. Ah. Il faut sûrement appuyer sur quelque chose, mais c'est électrique. Moi, je ne me sers jamais de choses électriques. Où est-ce qu'on appuie? Voilà pourquoi elle dirige Vous pouvez chanter avec le nom des notes ou avec la. On y va. Une autre fois. Prenez l'air intelligent. On y va. Alors voilà, on avait ça décrit sur l'antiphonaire. Antiphonaire, c'était un recueil d'antiennes. Antienne, ça vient de antiphon. On avait ça décrit et on a trouvé des moyens de faire de la polyphonie. Le premier moyen, le plus simple, c'est de diviser le chœur en deux. Ici, on va le diviser en deux, voilà. Vous allez commencer. Vous allez chanter ré, la, la, la. Vous arrêtez, puis quand ils arrivent sur le la, vous commencez ta, la, la, la. C'est clair? Presque tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait cette mélodie de et puis l'autre commençait On y va, c'est vous qui commencez. Vous êtes au milieu. Ceux qui sont au milieu sont dispensés. Et on y va. Attendez. Ils sont bien meilleurs. Hein. Il y a une raison. Hein. Il y a Marie-Noël Martin qui est là. Évidemment, la poule formidable. On recommence. Voilà. C'est-à-dire que quand on chantait Ré, Fa, Sol, La, Ré, on avait une quinte qui sonnait ensemble. Ré, Fa, Sol, La, Do, on avait une tierce qui sonnait ensemble. C'est une toute petite polyphonie, mais c'est un début de polyphonie. Et puis lorsque le chantre chantait seul dans la cathédrale, dans l'église, il avait une réverbération de 8 à 9 secondes, donc tout seul, quand il chantait Ré, Fa, Sol, La, Do, quand il chantait le Do, le La était encore en train de sonner. C'est une polyphonie minimale, mais c'est une polyphonie. Un autre moyen, c'est dans le mode de Ré. Tout à l'heure, on parlera des modes médiévaux. C'est dans le mode de Ré qu'on appelle le protus. Là, il est protus autant, on l'appelle dorien. Alors, on pouvait chanter la note finale de ce mode. La note finale de ce mode, c'est le Ré. Ré, c'est le mode de Ré. Vous chantez tous ensemble.
cette mélodie, et moi je fais le bourdon. Mais on y va. On l'a fait beaucoup, hein, c'est-à-dire qu'on avait la mélodie et puis le bourdon, ça a beaucoup plu, c'était facile à faire. On appelait ça chanter sur le livre. Chanter sur le livre. Alors, ce qu'on aimait à l'époque, là, une prochaine fois on aura un vrai piano, j'espère, parce que ça c'est des trucs électriques. Et si on avait un piano bio, ça serait mieux. Hein. Parce que là, on n'entend rien. Je vous fais écouter on entend un tout petit peu, parce que quand un son sonne, on en parlera au mois de février. Précisément, on entend non seulement l'octave, mais la quinte là, je joue un ré, mais j'entends la quinte. J'entends un peu cette note-là. Je dis, mais... On entend un petit peu. Ça s'appelle un son harmonique, et dans un son harmonique, il y a des nœuds et des ventres. Alors, pourquoi est-ce que je disais ça? Ah ben, parce que déjà, depuis Pythagore, on entend cette harmonique-là, cette quinte. Les harmoniques naturelles, c'est pas parce que c'est fabriqué par l'homme, ça. Les harmoniques naturelles, vous avez une liane tendue entre deux baobabs, elle sonne avec la série naturelle des harmoniques. Vous avez un vent qui passe dans un roseau creusé, vous avez la série naturelle des harmoniques. Alors on aimait la quinte, et à l'époque on aimait quintoyer, c'est-à-dire que certains chantaient Ré, fa, sol, la, do, et puis d'autres en même temps chantaient la même chose, mais à la quinte supérieure. Alors les femmes n'étaient pas complètement admises dans ces manifestations. Là, les femmes, ici, c'était les enfants qui quintoyaient. Les hommes, nous allons chanter Ré, fa, sol, la, et les femmes La, do, ré, mi. Ben, faites-le. Ceux qui a rigolé, venez. Ré, fa, sol, la, do, ré, mi. Fa, fa, ré, do, ré, la, do, ré, la. Ré, fa. Les femmes. Vous reconnaissez les hommes, les femmes, oui, il n'y a pas de problème de genre. Dans les journaux. Ré, fa, sol, la, Marie-Noël. Très bien. La, do, ré, mi. Très bien. Et alors, on chantait ça, et parfois l'évêque arrivait en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous... » « Ah, monseigneur, nous chantons sur le livre. Et je vous montrerai un petit ouvrage tout à l'heure qui s'intitule « Chanter sur le livre », je vous dirai pourquoi. Alors, quintoyer, c'était formidable. On va faire la même chose, mais moi je vais faire le bourdon en plus. Avec vous, le bourdon, avec vous trois. Oui, ça bouge pas, mais très bien. Musicalement, monsieur le maire, si c'est possible. Les phrases là, c'est les hommes. Les femmes, la, do, ré, mi. Ré, mi, nous. C'est d'ailleurs, ça sonne, hein, vous savez, c'est quand même de la musique agréable. Ça, c'était la troisième manière de faire de la polyphonie. Et puis, il y avait une autre manière de polyphoner, c'était de faire des variations.
c'est-à-dire de garder la même mélodie, mais de varier. Ah, Germigny d'Épée, en 927, et il n'y avait plus que des vieux moines qui chantaient. Arrive un jeune moine, je fais le jeune moine. Un jeune moine qui avait été formé à Saint-Martial de Limoges, et c'est tout. Alors, pendant que les vieux moines chantaient, lui, il savait improviser, il faisait da di da 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 la di di da 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 da. Et on avait ces deux mélodies qui se mélangeaient. Si vous écoutez Puccini, vous avez raison. C'est formidable. Mais Puccini, qu'est-ce que vous voulez? L'orchestre suit toujours la voix complètement. C'est les violons, c'est l'harmonie, mais la voix du soliste, elle est complètement doublée par l'orchestre. Si vous écoutez Gustav Mahler, vous avez raison aussi, des fois. Eh bien, pas du tout. La voix, elle est doublée par l'orchestre, et puis l'orchestre s'en va ici. Et puis s'en va là où... C'est exactement ce que je viens de faire comme improvisation avec ce motif pseudo-grégorien. Vous avez ça dans le 6e concerto brandebourgeois de Bach, compositeur allemand. Il y a deux violons, non, deux altos. Ben oui, je devrais me souvenir. Deux altos, un violoncelle, deux viols de gamme et un violone. Le violone, c'est la contrebasse. Et à un certain moment, la contrebasse joue mi, sol, la, si, et le violoncelle joue mi, fa, sol, mi, la, fa, si, c'est-à-dire qu'il y a une mélodie de contrebasse comme ceci, et puis le violoncelle qui fait comme cela. C'est exactement cette quatrième manière de polyphoner. Et il n'y a qu'une cinquième manière de polyphoner. On n'a jamais fait d'autre chose dans l'histoire de la musique européenne. On pouvait, la cinquième manière, c'est de superposer des mélodies. Voilà, j'avais une mélodie comme ceci, ben je pouvais superposer une mélodie comme cela. Alors ça s'improvisait, le doublum, la deuxième mélodie, elle était improvisée. Il y en avait qui étaient forts, le chœur chantait ré, fa, sol, la, et quelqu'un dans le monastère ou dans l'église était assez malin pour se dire avec un ré, on aimait les consonances parfaites, c'est-à-dire les octaves et les quintes. Il se dit avec le ré, je vais jouer un ré, avec le fa, on va faire un do, ça va être bien, avec le sol, un ré, ça va être une quinte, ré, do, ré, là on va faire l'unisson. On lisait sur le livre, et pas ça là, mais quelqu'un improvisait une seconde mélodie, on chante ça, ré, fa, sol, la, ré, do, ré, là, chante les femmes, ré, alors, on superposait des mélodies, donc on avait le chant grégorien qui faisait comme ceci, on pouvait, ensuite on a improvisé, on a écrit un doublum, une deuxième partie, et puis pourquoi pas une troisième partie, et puis quelquefois une quatrième partie, et on n'a pas, qu'est-ce que vous voulez, ça c'est une partition de Bach, de Mozart, de Schoenberg, de Pierre Boulez, regretté. Et on n'a jamais fait d'autre chose que ça. Voilà les 7 manières de polyphoner. Je crois que j'ai trouvé ça dans un livre. Ah, ça c'est un très bon livre. C'est très bien. C'est très bien expliqué. C'est en 2 pages. On chante en répond ou en antienne. C'est ce que j'ai dit. Le bourdon, le quintoiement. Ben oui, c'est bien.
les variations et puis la superposition. C'est vraiment très très bien expliqué dans un bouquin qui s'appelle Manuel de composition et d'improvisation musicale, 100 recettes faciles et délicieuses à l'attention des élèves gourmands et des professeurs curieux. Ah ben c'est de moi. Ah ben. C'est de hasard, mais c'est vraiment très très bien expliqué. Alors, cette manière de superposer des mélodies, ça va être une vraie frénésie au XIIe et au XIIIe siècle. On va improviser sans arrêt des organas. Organum en latin, c'est instrument de musique. Ça deviendra l'orgue, ensuite l'orgue à tuyau. Et puis, c'est dans le français médiéval, l'organum, c'est une structure, une édification musicale. Alors on chante l'organum et il y a des abus, c'est terrifiant, ça ressemble, les couvents vers 1220, ça ressemble à l'Olympia avec Gilbert Bécaud en 55, et casse les fauteuils. Alors par exemple, c'est Gauthier de Coincy qui dit ça. Il était grand prieur claustral à Saint-Médard de Soissons. Il écrit ça en 1220. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y avait un problème au XIIIe siècle. Dans les couvents, c'était l'alcoolisme. C'est pas rigolo, madame. Vous ne respectez rien. Gros problème d'alcoolisme. Alors, Gauthier de Coincy, qui était donc le supérieur de Saint-Médard, il dit ceci. Mais plusieurs ont-elles vielle, c'est une métaphore, il emploie le mot vielle, l'instrument de musique, pour la voix. Plusieurs ont-elles vielle qui temprétard et détempré, si de fort vin n'est attempré. Que liqueur pense ni de dit, jas de la bouche, mélodie, ni strafor, si hier récilé. Il ne pourra jamais chanter si picole. Mais quand l'Ivain l'a messiné, et ferré a ferré la tête, lors organes et font grande fête et émeuvent tout un couvent. Il y a les organums qui se font dans les couvents et ça devient quelquefois très embêtant parce que il y a un saint qu'on prie très souvent dans les couvents à l'époque qui s'appelle Saint Tortuel. Saint Tortuel, le fils à la tordue. Saint Tortuel, quand vous rencontrez dans un cloître un moine qui marche comme ça, on dit, tiens, il a encore prié Saint Tortuel. Ça arrivait. Et puis il y en avait d'autres, là je ne sais pas pourquoi, dont on dit qu'il priait Saint Pansard. Parce que tout le monde est plus délicat que c'est. Alors on improvisait ces organas, on chantait sur le livre. Tout à l'heure, vous pourrez, parce qu'on m'a dit que plusieurs d'entre vous étaient honnêtes, vous pourrez regarder ce livre-là. Chanter sur le livre, c'est un de mes amis, Barnabé Janin. Comment faire pour improviser? On a improvisé, manuel pratique d'improvisation polyphonique de la Renaissance, 15e et 16e siècle. On improvise encore le contrepoint au 17e siècle, on a oublié ça. On a oublié, nous, dans nos conservatoires, que la première musique occidentale, c'est une musique improvisée, que la notation est venue ensuite. Vous voilà jeter un coup d'œil sur ce livre-là, et puis l'acheter. Il a très méritant, Barnabé Janin. Alors, je ne vais pas développer très longtemps les tropes, mais on aime se fonder sur le chant grégorien. Mais
on va aimer, pour improviser, tenir beaucoup les notes du chant grégorien. Ré, fa, etc. Et cette partie-là, cette voix qui chantait ça, on appelait ça la teneur, qui tenait les notes. Et sur la teneur, à l'époque, ce qu'on appelle l'école Notre-Dame. Il ne faut pas penser que l'école Notre-Dame chantait dans Notre-Dame. L'école Notre-Dame, c'est exactement l'époque de la construction de Notre-Dame, hein, c'est-à-dire du milieu du XIIe jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Donc l'école Notre-Dame, c'est pas sous les voûtes, c'est dans le chantier. C'est un peu dans la boue. Et il y a quelqu'un, on connaît le nom de Léonin, ensuite le nom de Perrotin. Léonin était le spécialiste de l'organum percé. En 2 mots. P-E-R-S-E. L'organum pour c'est-à-dire l'organum de soliste. Quelqu'un tenait qui, ré, puis ensuite fa, et puis le soliste improvisait. On se retrouvait forcément au début de chaque changement de note sur une consonance parfaite, une quinte ou une octave. Avec l'an prochain, avec ceux d'entre vous qui seront admis en 2e année, nous écrirons et nous chanterons ensemble un organum. Alors Léonin Perrotin est un grand champion de l'architecture polyphonique. Ce sont des œuvres qu'on peut écouter aujourd'hui avec souvent grande émotion. Mais mon cours n'est pas un cours d'histoire de la musique, c'est simplement un cours de solfège. Alors je vais vite. Je vais vous parler aussi de ces morceaux qui ont été très appréciés. On prenait la mélodie grégorienne, donc on inventait un doublou, une 2e voix, et puis on inventait une 3e voix. Quelqu'un écrivait ça, puis un autre le trouvait, et puis il changeait. Il pouvait changer la 2e partie, ou il rajoutait une 4e partie. Et souvent, ici, c'était le texte grégorien, sans nous tous, etc. Et là, on inventait on mettait des paroles différentes. On appelait ça le motet. Le motet. J'ai un bon souvenir du motet, parce que quand j'avais 18 ans, j'ai fait un devoir sur le motet médiéval au Conservatoire de Paris, un devoir qui avait été corrigé par cet enfant de la commune, Norbert Dufour, et j'ai eu une première médaille. Alors le motet, je peux vous en parler. Le motet, on a des partitions, nous allons tout à l'heure parler des partitions. Il y a un grand recueil à Montpellier, il y a 2 recueils à Florence, il y en a un ou 2, je ne me souviens plus, à Wolfenbüttel. Et ce que je vais vous dire maintenant est la seule chose intelligente de ce soir. Vous pouvez le noter. La seule chose vraiment utile. C'est que Wolfenbüttel, où il y a un recueil de musique de l'école Notre-Dame, la commune allemande de Wolfenbüttel est jumelée avec la commune de Trouillas, dans les Pyrénées-Orientales. Et la cave coopérative de Trouillas est excellente. Vous y trouvez un côte de Roussillon de première qualité. Voilà la seule information intelligente de ce soir. Donc, cave coopérative de Trouillas, 66 300. Et ces recueils de motets, je ne vous ai pas apporté toute ma bibliothèque, ils sont très étonnants. Et le pire de ces motets, c'est un chevalier qui est en croisade et qui dit « J'espère pouvoir revenir et serrer ma dulcinée dans mes bras ».
Et puis le triplum, c'est la dulcinée qui dit « Ah, quand reviendra-t-il? Je voudrais le serrer dans mes bras. » Et puis le quadri, machin, enfin le quatrième voix. La quatrième voix, c'est l'abbé qui dit « Attention, pas avant le mariage. » Alors on ne sait pas comment ça se chantait, parce que c'était un charivari. J'imagine qu'on chantait les voix les unes après les autres, séparément, puis ensuite on devait les mélanger. Alors, je vais dire un mot, je regarde ma montre, hein, parce que c'est pas le tout. Nous allons parler un tout petit peu de l'écriture de tout ça. L'écriture musicale, qui a commencé à écrire la musique? Je n'en sais rien. Les Juifs, dit-on, les Grecs, en tout cas, toutes les écritures de la musique sont les mêmes. Hein. Ça monte, et puis ça descend. Voilà, en gros, hein. Voilà les premiers neumes. Voilà les premiers neumes. Alors les neumes, Tédorin, Podatus, Tédon, Clivis, on écrivait des neumes comme ça, sans porter, et puis en fait, l'écriture de la musique ne correspondait qu'à une mémorisation. On connaissait cette musique par cœur, la musique était transmise oralement, on connaissait par cœur, et les neumes, les premiers neumes, permettaient de se mémoriser ce qu'on avait appris. C'était un aide-mémoire. Et puis ensuite, on a ajouté une ligne. Alors on savait que quand on faisait ça, ça montait dans l'aigu, là, ça descendait en dessous, etc. Et les neumes, je vous ai apporté un graduel triplex. Je vais vous le montrer. Un graduel, c'est le graduel, c'est ce qui se chante sur les gradus. Un gradus, c'est une marche. Quand on le chante, on montait sur une marche, il chantait le graduel. Alors, on l'appelle graduel triplex parce que vous avez la notation carrée que vous connaissez du chant grégorien. Et en haut de chaque portée, vous avez la notation de l'an, L-A-O-N. Et puis en bas, en rouge, vous avez la notation de cingales, qui sont des neumes beaucoup. Je peux vous passer, vous me le rendrez. Vous le passez qu'aux personnes qui ont les mains propres. Elle est agitée. Hein. Alors c'est d'abord une ligne. On convenait de ta, ça c'est la ligne. Alors ce qu'il fallait chanter là, ben, c'était au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne. Et puis on avait deux lignes. On avait une rouge qui était celle de fa, et puis une jaune qui était celle de ut. Et puis ensuite il y a eu plusieurs lignes, 4 lignes, 5 lignes. 5 lignes aujourd'hui, la portée, ben oui. La portée, c'est 5 lignes, et dans le grégorien est écrit sur des portées de 4 lignes. Alors, nous, on dit do, ré, mi, fa, sol. Hein? Do, ré, mi, fa, sol. Les Anglais, je suis d'Orient, donc les Anglais, moi. Les Anglais, ils disent A, B, C, D, E. Les Allemands aussi, les Américains. Ils ont gardé une vieille notation. Mais nous, on dit do, ré, mi, fa, sol, et eux, ils disent A, B, C, D, E, très bien. Mais quand ils disent A, B, C, D, E, c'est pas do, ré, mi, fa, sol, c'est la, si, do, ré, mi. Pourquoi le A correspond au la? Quelquefois, les élèves posent cette question dans les écoles de musique, voire dans les conservatoires, s'ils ont le droit de parler. Alors, pourquoi est-ce que A désigne le la? Eh bien, au Moyen-Âge, il y a 4 modes. Le mode de Ré. Ré, fa, sol, la, do, do, si, si, do, la, sol, la, fa, mi, ré. Le curé de Camaret est dans le mode de Ré. Comme son nom l'indique, c'est une vieille chanson qui est issue du grégorien. Le grégorien Ré, la, sol, la, fa, mi, ré, 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 la, sol, la, fa, fa. On arrête. Allez, un peu de tenue. Il y a un autre, on l'appelle le protus, le premier, le protus, le mode dorien. Ça, c'est le phrygien, il est étrange.
Mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi. Il y a le mode de fa, le lydien. Fa, sol, la, si, avec la carte augmentée, oh là là. Et puis il y a le mode de sol. Voilà, il n'y a que 4 modes au Moyen-Âge, Ré, Mi, Fa et Sol. Le mode de La, le mode éolien, c'est un mode de la Renaissance qui apparaît vers 1530 dans le traité de Glaréon. 4 modes, le mode de Ré, le mode de Mi, le mode de Fa et le mode de Sol. Ré, Mi, Fa, Sol. Le mode le plus grave, c'est le mode de Ré. Est-ce que tout le monde a compris ça? Ré, Mi, c'est plus haut. Le mode le plus grave, c'est le mode de Ré. Il y a 2 manières de chanter le mode de Ré, comme les autres d'ailleurs. La manière autante ou authentique. Ré, avec une octave modale. Ré, avec une corde de récitation. Corde, ça signifie note. La corde de récitation, c'est où on psalmodie pour les psaumes. C'est le La. Ré, fa, sol, la, do, si, do, la, sol, la, fa, mi, ré, la. Ça, c'est la manière autante de chanter le mode de Ré. Il y a une autre manière de chanter le mode de Ré, la manière plagale. Nous parlerons très précisément du mot plagale la prochaine fois, je crois bien, parce que c'est un des mots fondamentaux de l'histoire de la musique. Moi, comme certaines personnes ici présentes, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur de solfège Marie-Thérèse Dauphin. Elle était professeure au conservatoire d'Orléans il y a longtemps, et elle nous enseignait toutes ces choses-là. Nous avons été des bénéficiaires de cet enseignement formidable. Et le mode plagale, ben, ça se chantait, c'était toujours le mode de Ré, mais l'octave modale était plutôt du La au La. La corde de récitation était plutôt le Fa. Ré, Fa, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, La, Do, Ré. C'est toujours le mode de Ré. Hein. Alors le mode le plus grave, c'est le mode de Ré. La manière de chanter le mode de Ré de la façon la plus grave, c'est la manière plagale. Donc, quand on chante le mode de Ré de la manière plagale, on descend, la première note, c'est le La. Donc, puisque la première note de la musique, c'est le La, ben on va l'appeler A. Voilà la raison. Pas compliqué. Vous pouvez l'expliquer à vos petits-enfants. Vu la moyenne d'âge. Les petits-enfants, ils savent déjà ça. Voilà, ça c'est toute la musique du Moyen-Âge. A, B, C, D, c'est Boès qui nous a donné ces notes-là, ces noms-là, on les a gardés. A, B, C, D, E, F, G. Là, on écrivait une minuscule A, B, C, D, E, F, G. Et puis ici, souvent, quelquefois c'était des petites majuscules, souvent sont des minuscules, et ici, des minuscules redoublées AA, BB, CC, DD, EE. On avait des... Et puis, donc c'est clair, le La qui correspond au A. Bon. Pour une raison purement théorique, que je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui, mais avec les deuxièmes années, on fera ça l'an prochain. Pour une raison purement théorique, on a eu besoin d'ajouter un Sol grave. Mais le G majuscule était déjà utilisé. Donc, comment on appelait ce Sol-là? On l'appelait G majuscule. Comment appeler? Ben, on l'a appelé gamma, comme le G grec. Voilà. Et quand vous montez sur le gamma, c'est vous montez la gamme. La gamme, ça vient du gamma grec. Ah ben oui. Là j'ai un problème. Pour vous expliquer la suite, je vais quand même le faire. Quitte à me retrouver au commissariat. Voyons voir. C'est encore Gauthier, voici. C'est un bon livre, ça. Ah ben c'est de moi aussi.
Et ce texte-là de Gauthier de Poissy, avec les deuxièmes années, on le regardera en détail peut-être l'an prochain. Il parle du pauvre. Tant à la voix pesante et mal, quand monte et cuit de qui l'avale, avaler, ça signifie descendre. Si vous lisez le chevalier avala son cheval, ça veut dire qu'il descend le cheval. Ben oui. Bon. De haut monter assez se peine, mais ni se mettre aussi grand peine, qu'il monte n'est d'escan céphaus, tout en revient en gammaus. Gamma, parce que ces notes-là, en sol, la, si, do, ré, mi, on les appelle toujours ut, ré, mi, fa, sol, la, c'est compliqué, donc lui il s'appelle gamma ut, a, ré, b, mi, c'est sol, c'est fa ut, on verra ça la prochaine fois. Gamma ut, et Gauthier nous dit gammaus, parce que le S c'est le signe du cas sujet au singulier. On dit le chevalier, on dit li chevaliers. Donc le gammaus, on met un ES. Et gammaus, c'est là que ça devient difficile. Gammaus est à l'origine du verbe gammausser. On écrit plutôt avec CH, un verbe que vous rencontrez, ceux qui lisent ça, mais ils n'ont pas raison, dans les œuvres du Marquis de Sade. Vous trouvez ça à peu près toutes les 2 pages. On le trouve aussi dans les 11 000 verges d'Apollinaire, c'est plus gai. Et l'origine du mot gammausser, ben, ça vient du gammaut. Peu de gens le savent. Je suis le premier à l'avoir écrit, ça, en 2001. Même Alain Ray, pas n'importe qui, Alain Ray, ben, il bafouillait complètement dans son dictionnaire étymologique. On arrête là-dessus parce que ce n'est pas convenable. Un jour, je ferai, mais avec que des plus de 18 ans, je ferai un cours de théorie musicale pornographique, parce qu'il y a... il y a beaucoup à dire. Allez, j'efface ces notes-là. Et puis, il y a des clés, là, vous connaissez les clés, naturellement. Je vais un peu vite, hein, c'est pour vous donner envie de revenir en seconde année, mais il y aura un examen ou un tirage au sort. Les clés. Alors, les notes, on les appelle toujours ABCD, il faut que je me dépêche, je n'ai plus que 9 minutes. On les appelle l'ABCD, la première clé que je connais, c'est la clé de C. C, en anglais, en allemand, aujourd'hui, c'est quelle note? Do. La clé d'ut, la clé de Do. Alors, on écrivait un C, voilà. Comme ça. Donc, on savait que c'était le Do, hein, pour Do, un C. Alors, une clé d'ut, aujourd'hui, c'est la même chose, et c'est simplement une clé, on a mis des petites ailettes, et puis on a précédé, mais une clé d'ut, c'est un C. La première clé de Fa que je connais, on avait mis un C aussi, la même clé, et puis on avait fait précéder d'une plique, une sorte d'appoggiature, pour parler moderne. Ça représentait vaguement une clé de Fa. Ça, c'est les clés de Fa de l'école Notre-Dame. Et puis, au XIIIe siècle, une clé de Fa, ça représente vaguement un F, c'est une longue et 2 brèves. Ça représente vaguement le F, je signale aussi, voilà, un F, c'est comme ça représentait vaguement. Au XVe siècle, on est obligé de dénigrer. Parce que là, on écrit sur des parchemins, donc on peut avoir des grosses plumes et de l'encre, mais au XVe, on écrit sur du papier. Et le papier boit beaucoup, donc si on avait continué en notation noire, on aurait eu un gros pâté. Donc on enlève le noir, on dénigre, et on écrit en notation blanche à partir du XVe, beaucoup comme ça. Et puis notre clé de Fa, comment elle est, oui, notre clé de Fa, c'est un F majuscule, en fait. Un F majuscule, mais comme nous, les musiciens, on est un peu feignants, on n'a pas le courage d'écrire les deux barres du F, alors on met 2 points. Voilà, la clé de Fa, c'est un F. Et puis la clé de Sol, c'est un G, donc on écrivait un G. Voilà. On écrivait un G plus le S de Cygnus, le signe du G. Voilà. C'est pas compliqué. Et les enfants, ils aiment bien savoir ces choses. Vous savez, les enfants, ils lisent Harry Potter, et il y a toutes ces histoires de mystérieuses. Quand on leur parle de ces choses, ils sont très contents, vous pourrez en parler à les petits-enfants.
C'est tout ce que je voulais vous dire sur les clés, il me reste 7 minutes. Les chiffrages, quelquefois vous avez lu comme chiffrage pour indiquer la mesure chez Mozart ou chez Bach, vous avez un C pour indiquer une mesure à 4 temps, une mesure à 4 doigts. On indique un C. Alors, j'ai demandé à un professeur un jour, mais pas dans la région, pourquoi il y avait un C. Il m'a expliqué que c'était la première lettre du mot 4. C'est faux. Au Moyen-Âge, toute la musique est ternaire. Ah, toute l'Europe est ternaire, hein, toute l'Europe est chrétienne. Et les chrétiens nous parlent de ce mystère de la Trinité. Donc la musique parfaite, c'est la musique ternaire. Et toute la musique qu'on écrit au XIIe, au XIIIe siècle, c'est de la musique ternaire. On commence à écrire la musique binaire au XIVe siècle. Alors on joue peut-être de la musique binaire, on en chante peut-être, avant le XIVe, les estampis, où on tapait, comme le nom l'indique, les estampis sont peut-être parfois binaires, mais c'est le ternaire qui nous est naturel. Quand il y avait une clinique, je suis allé voir un cardiologue, à moitié bien éduqué, parce qu'il écoutait mon cœur, et comme ça, j'ai dit, monsieur docteur, j'aimerais l'écouter aussi. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Toc, 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 toc. Ternaire. Moi j'ai un cœur ternaire et il semblerait que je ne sois pas le seul. Le ternaire est très naturel et disons le binaire, c'est-à-dire tam, 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 le binaire n'est pas naturel. Le binaire n'est pas naturel. Si je vous dis le binaire n'est pas naturel, je vous le dis d'une manière ternaire. Le binaire n'est pas naturel. Le binaire n'est pas naturel. Papa, papa, la tata, la tata, la tata, la tata. Le binaire n'est pas naturel. C'est ternaire. Le binaire n'est pas naturel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ternaire. On ne peut pas dire que le binaire n'est pas naturel d'une façon binaire. Le binaire n'est pas naturel. Le binaire n'est pas naturel. On s'est jeté non plus, peut-être. Alors, on écrit, à partir du XIVe siècle, on sait écrire le ternaire et le binaire. Alors, quand on écrit de la musique ternaire, on met la musique parfaite, la musique de la Trinité. On écrit un cercle pour montrer la perfection de cette musique ternaire. Et quand on veut que cette musique soit binaire, eh bien, c'est de la musique imparfaite, donc on coupe le cercle en deux, et ce n'est pas un C, c'est devenu un C, mais à l'origine, c'est un demi-cercle. Alors quand la prolation est majeure, voilà un chiffrage, un autre chiffrage, etc. Et tous ces chiffrages, mais je n'ai pas le temps de vous en parler beaucoup. Alors, encore des problèmes. Guido d'Arezzo, dont je parlais tout à l'heure, il avait un problème avec le Si, avec le B. Le B, A, B, C, D, la Si doré avec le B. Parce que le B, qu'est-ce qu'on a fait, la directrice? C'est trop bien doigté. Il avait des problèmes avec le B. Là, c'est A, B, B. Parce que dans le mode de Ré, par exemple, on chantait Ré, Fa, Sol, La, Do, Do, Si, Si, Do, La, La, Sol, La, Fa, Mi, Ré. Mais quand on voulait chanter Ré, Fa, Sol, La, Si, La, ça nous plaisait pas beaucoup, parce qu'il y avait ce rapport entre le Fa ici, et ce rapport de triton. Ré, Fa, La, Si. On avait pas ça. Et dans le mode de Ré, déjà au début du XIe siècle, à l'époque où vivait Guido d'Arezzo, Ré, Fa, Sol, La, Si, La, ça déplaisait, on chantait Ré, Fa, Sol, La, Si, La. Alors le B, quelquefois on chantait B, et quelquefois on chantait B. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, il dit on peut pas, il faut changer tout ça. Il n'a pas inventé le nom des notes, il n'a pas inventé la portée, on lui attribue beaucoup de choses, mais c'était un grand pédagogue, un grand professeur. Et il a écrit des choses, vous pouvez les lire en français.
Il a écrit un petit traité, Micrologus, de Guido d'Arezzo. Je suis très fier dans ma vie, je suis l'éditeur de c'est pas rigolo, l'éditeur, en 1993, de ce Micrologus, ce petit traité. Il y a une lettre célèbre, la lettre au moine Michel, à propos de l'ignoto cantu, à propos du chant ignoré. Quand on veut déchiffrer un chant qu'on ne connaît pas, j'ai une méthode, dit-il. Alors il nous dit qu'il avait, avec ses élèves, il leur faisait apprendre par cœur des chants très simples, comme ceux Ut queanflaxis résonare fibri. Il se trouve que dans cet hymne, c'est féminin, hein, hymne dans la musique religieuse, dans cet hymne à Saint Jean-Baptiste, ut, la première syllabe, ça commence par un do, résonare fibris, là ça commence exactement au-dessus, mi, ra gestorum, fa molitorum, sol ve polluti, la vi reate. Il se trouve que dans cet hymne, chaque verset commence avec do, par les modernes, do, ré, mi, fa, sol. Alors, il dit que c'est un moyen mnémotechnique de ut, queanflaxis. Il dit, moi, il ne dit pas qu'il faut faire comme ça, il dit, moi, je fais comme ça, ut, ré, mi, fa, misere gestum, fa molitoli, sol, ve, polluti, la bi, reates, fa, sol, la. Et voilà, l'hexacorde, on a besoin de ces notes-là. Il appelle ça l'hexacorde de nature. Mais alors, il faut chanter le B, hein, le B, alors B, et B. Alors, il dit, il y a deux autres hexacordes qui sont utiles aussi, l'hexacorde carré, ou l'hexacorde dur, c'est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, avec le demi-ton au milieu. Et quand on chante Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, on dit Ut, Ré, Mi, Fa. Tous les demi-tons s'appellent Mi, Fa, comme les ânes s'appellent Martin. Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et puis l'hexacorde molle, dans l'hexacorde molle, Fa, Sol, La, Si bémol, ben oui, on a absolument Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, on a un demi-ton au milieu, et on disait aussi Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Alors un ut, un do pour nous, ça signifiait soit un do, soit un sol, soit un fa. Et on était très content de ce système qui a duré jusqu'à Rameau. Rameau écrit encore avec ce système-là. Rousseau, dans son, c'est pas dans son dictionnaire de 1768, c'est dans la lettre d'Alembert et dans d'autres écrits, il écrit « Utilisez donc la gamme du si », parce que là on n'avait pas le mot si. Quand on avait un si, c'était soit un mi quand c'était un si bécasse, soit un fa quand c'était un si bémol. Je vais assez vite parce que tout le monde est complètement paumé. Un petit moment. Si, et l'an prochain, avec ceux qui seront admis, donc, nous apprendrons à lire ce premier logiciel d'apprentissage de la musique. C'est une main gauche. C'est une main gauche, et la main droite, c'était la souris, le mulot, comme disait le président Chirac. Et on apprenait à faire les mutations entre l'hexacorde de nature, l'hexacorde carré et l'hexacorde molle. Mais on appelait toujours les notes aussi par leur nom, A, B, C, D, E, F, sauf que là, le B, on l'écrivait carré. Donc j'écrivais, il y en a qui vont comprendre, j'écrivais un B carré. Et là, j'écrivais un B mou, un B molle. Eh bien, vous êtes aussi content que mes petits-fils, vous pourriez manger. Alors, il fallait transposer, grâce à la main qu'on appelle la main guidonienne, c'est pas Guido d'Arezzo, hein. On lui a attribué, bah, tiens, vous pouvez la passer, vous me la rendrez tout à l'heure. On apprendra ça l'an prochain. Il fallait passer d'un système à un autre. Il fallait, donc c'était dans le système de nature, on allait dans celui de sol et dans celui de fa. Alors il y a un mot au XIIIe siècle qui est le mot solfae.
Il faut solfaer, il faut passer d'un hexacorde à un autre. Solfaer, la terminaison n'est pas complètement française, c'est devenu solfier. Solfier, et le mot solfège, qui est italien, solfeggio, au milieu du XVIIIe siècle, c'est le solfège, ça vient de sol et de fa, solfaer, solfier. Voilà, j'ai dit à peu près tout. Il faut que je vous dise qu'il y a une révolution à la Renaissance. Il y a une révolution à la Renaissance, j'ai plus que 30 secondes. 30 secondes pour la Renaissance, mais ce suffira. La Renaissance, qu'est-ce qui se passe à notre vieille époque médiévale? On a la teneur. Là, on voit rien. On a la teneur, hein, grégorienne. La teneur, qui chante comme ceci. On a au-dessus, ben, plus comme c'est au-dessus, on l'appelle altus, hein, deutérus. Et puis le superius, soprano, superius qui chante comme ça. Et puis on a souvent dans la messe de Machaut, hein, un génie extraordinaire, dans la messe de Machaut, il y a une partie de contre-teneur. Et l'ambitus du contre-teneur, c'est exactement la même le même que celui de la teneur. Et puis un peu plus tard, on peut trouver une partie qui va être plus basse, c'est le bassus. Et ces 4 parties-là, on va trouver ça à la Renaissance, chez Roland de Lassus, chez Jeanne Quin, chez Josquin des Prés, etc. Et c'est toujours de l'écriture contrapuntique. Qu'est-ce que c'est contrepoint? Vous vous souvenez, ré, do, ré, la, ré, fa, sol, la. On écrivait note contre note. Punctus contra punctus, note contre note, on a gardé le mot contrepoint. Et à la Renaissance, on écrit du contrepoint. Mais ça se passe dans les châteaux de la Loire. Ça va être un peu une caricature, ce que je vais vous dire, mais vous avez l'habitude. Les châtelaines, les princesses, avaient souvent un luthiste qui les accompagnait. C'était quelquefois très proche. On a un célèbre, c'est David Rizzio. Rizzio, il était le luthiste de Marie Stuart, la reine d'Écosse. Et il ne faisait pas que de jouer du luth. Et ça a fâché la cour. Un jour, devant Marie Stuart, on l'a tué de 56 coups de poignard. Bon. Le roi de la Loire, c'est plus calme. Il y avait donc une châtelaine dans son château qui aimait cette chanson de Roland de Lassus et qui disait à son luthiste: ah, cher ami, je vais chanter la voix supérieure, naturellement, en soprano, et vous, mon cher ami, au luth, vous allez jouer les 3 autres parties. 3 mélodies en même temps au luth, c'était compliqué. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les luthistes? Eh bien, ils arrangeaient. Ici, on avait un fa, la et un do. Ben, ils prenaient ces notes-là, puis après, ils les en laissaient tomber. Ils prenaient ces notes-ci, et puis ces notes-là. Et puis, c'est comme ça qu'on a inventé la mélodie accompagnée par des accords. L'harmonie, c'est penser la musique verticalement. C'est ce que faisaient les luthistes. Ce sont les hommes qui ont inventé les contrepoints. Mais ce sont les femmes qui ont inventé la mélodie accompagnée. Ça, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on retrouve des arrangements pour luth chez les éditeurs comme Attaignant et d'autres. Alors, il faut que je m'arrête maintenant, mais je reprends Guido d'Arezzo. C'est un livre formidable, vous savez, ça c'est bien. Il est content, le grand monsieur, d'avoir édité ça. Le chapitre 17, il nous dit ceci, Guido d'Arezzo, c'est au début du XIe siècle. Hein. Tout ce qui se dit peut se chanter. Et il nous donne une méthode digne de l'Oulipo, de l'ouvrage de littérature potentielle qui fut animé par Perret, Queneau, Henri Mathieu et Jacques Roubaud et d'autres. Il dit tout ce qui... C'est Guido d'Arezzo qui nous dit ça. Hein. Prenons simplement une phrase quelconque et chantons-en les syllabes après y avoir fait correspondre les sons. Il nous dit ceci. À l'époque, il y a 5 syllabes. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Il nous dit, là, ça va être C, D,
donne un exemple. Il y a là le manuscrit, vous pourrez regarder ça tout à l'heure. C'est Sancte Johannes. Sancte Io, avec 2 N, Nes Meritorum. Je ne fais pas toute la phrase. Alors, Sancte, A, c'est un Do. T, c'est un Ré. O, c'est un Fa. A, c'est un Do. E, c'est un Ré. Meritorum, E, I, O, U, Ré, Mi, Fa, Sol. Il savait, c'était un bon pédagogue, il savait choisir ses exemples. Sancte Johannes Meritorum. C'est carrément une belle mélodie, et c'est le dû au hasard, hein, dont vous pouvez vous-même travailler avec cette méthode de composition de Guido d'Arezzo. Et pour terminer, je vous propose de mettre en musique Saint-Jean-de-Bray. Il y a un A et un I, Saint-Jean, E, A, 2, c'est un E, Bray, A, et puis le Y, on va dire que c'est un I, A, I, E. Saint-Jean de Bray. De notre prochaine rencontre, nous allons parler des cadences ouvertes et des cadences fermées, clausus et apertus. Et là, nous avons une cadence ouverte. Do, mi, ré, do, ré, do, mi, ré. Ça doit continuer. Pourquoi est-ce que ça doit continuer? Parce que Saint-Jean-de-Bray est une ville de l'avenir.